1935. Un homme a pour ambition de métamorphoser Moscou. Cet homme, c'est Joseph Staline, dictateur sanguinaire et visionnaire de génie. Bientôt, le peuple soviétique sera entièrement soumis à son autorité. En quelques années seulement, il a réussi à faire de ce pays agricole une grande puissance mondiale. Moscou sera la vitrine du régime communiste. 70 ans plus tard, il ne reste presque rien du monde que Staline a entrepris de bâtir. Nos experts vont retrouver les vestiges de cette période trouble. Avec eux, nous découvrirons les sacrifices que le peuple a dû faire pour réaliser le rêve de son dirigeant. Ceux qu'on amenait ici disparaissaient à tout jamais. On compte 22 000 morts sur les 300 ou 400 000 personnes qui ont creusé le canal. Ce rêve, qui a coûté la vie à des milliers de soviétiques, est enfoui dans les profondeurs d'un métro secret et dans les fondations d'un gigantesque gratte-ciel. Découvrons le Moscou de Staline. En 1935, lorsque Staline annonce son intention de reconstruire Moscou, personne ne se doute des conséquences de ce projet. Le chaos règne déjà depuis près de 20 ans en Union soviétique. La révolution d'octobre, la chute du tsar et la création du premier régime communiste de l'histoire ont ébranlé la nation. Mais Staline ne compte pas s'arrêter là. Il veut éliminer toute trace du passé impérial de Moscou et bâtir une ville à son image. Pour cela, il n'hésitera pas à employer la force. Nos deux enquêteurs se rendent sur place pour mieux comprendre le déroulement des faits. Guy Archer est un spécialiste de l'histoire russe. Les atrocités commises par Staline ne sont un secret pour personne. C'était un homme brutal et sans pitié. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt son influence sur les réseaux de transport et l'architecture. Michael Schuller est ingénieur. Il va mettre au jour une ville radicalement différente du Moscou d'aujourd'hui. J'espère en apprendre un peu plus sur la technologie qui a permis de bâtir ces édifices. J'aimerais aussi savoir comment il a réussi à industrialiser Moscou en un temps record. Ensemble, ils vont reconstituer l'histoire d'une ville restée inachevée et qui, jusqu'à présent, n'a existé que dans les méandres de l'esprit de Joseph Staline. À l'époque, le dirigeant de l'URSS est convaincu qu'avant de construire, il faut être prêt à détruire. C'est ainsi qu'il décide d'effacer l'histoire de Moscou des 500 dernières années. Les édifices emblématiques de la ville sont dynamités l'un après l'autre. Aucun ne sera épargné. Pas même la cathédrale du Christ Sauveur. Le message est fort. D'ici peu, les décombres céderont la place à un nouveau monument. Le palais des Soviets. Un bâtiment administratif aux dimensions titanesques. Staline veut en faire le symbole de la suprématie communiste. Aujourd'hui, nous savons que la période stalinienne a été source de honte pour le peuple soviétique et qu'à son tour, elle a partiellement été rayée de l'histoire. L'ironie du sort, c'est que le palais n'est jamais sorti de terre. La cathédrale a été dynamitée puis reconstruite dans les années 90. Finalement, tout cela n'a servi à rien. Mais de son vivant, Staline fait preuve d'une ambition sans bornes. Et le palais des Soviets est au cœur de ses projets pour Moscou. Il lance un concours international pour trouver le concept qui correspondra le mieux à sa vision. Il recevra plusieurs centaines de propositions et ne mettra pas moins de 2 ans et demi pour désigner le vainqueur. Il y a 70 ans, chacun de ces projets reflétait l'idée d'un avenir radieux. Guy Archer se rend au Musée national d'architecture pour consulter les plans d'origine. En ce qui concerne le palais des Soviets, la compétition était féroce. C'était un concours international et en 3 ans, pas moins de 160 projets ont été déposés.
Ils étaient tous plus majestueux les uns que les autres. Les architectes proposaient des édifices colossaux, résolument futuristes. D'ailleurs, la plupart de ces plans ont en commun une certaine immatérialité. Un concept se détache clairement du lot. C'est l'œuvre de l'architecte Boris Iofan. Il propose un édifice à 3 étages, doté d'un escalier qui mène à un portique minutieusement travaillé et surmonté d'une gigantesque statue représentant un ouvrier. Iofan remportera le concours. Mais son projet est trop modeste pour Staline. Pendant la phase de conception, il exige que le palais se dresse encore plus haut et soit entièrement décoré de symboles communistes. Quant à l'ouvrier, il sera remplacé par une imposante statue de Lénine. Iofan et son équipe avaient fait plusieurs propositions. Voici les plans d'origine. Au fur et à mesure, l'édifice devenait de plus en plus haut, de plus en plus imposant. Leur quête de perfection était sans limite. Le palais n'a jamais été construit, mais la station de métro censée le desservir existe encore aujourd'hui. Guy Archer décide de la visiter pour avoir une idée des proportions du projet initial. Je suis dans la station de métro au-dessus de laquelle le palais des Soviets se serait dressé. Quand on voit avec quel soin celle-ci a été décorée, on imagine ce à quoi l'édifice aurait ressemblé. L'éclairage, les colonnes de marbre blanc et les carreaux de granit reflètent bien les exigences de Staline en matière d'architecture. L'architecte Matt Johnston explique à Mike comment cet ouvrage colossal aurait permis d'affirmer la puissance soviétique aux yeux du monde. Comme vous le voyez, cette cathédrale est d'une taille plus que respectable. Du sol au sommet de la statue de Lénine, le palais des Soviets devait mesurer 415 mètres. Incroyable. Il aurait été nettement plus grand. Pour vous faire une idée, regardez ce schéma. En noir, c'est la silhouette du palais des Soviets. Avec la statue de Lénine? Oui. Il aurait très facilement pu contenir la cathédrale actuelle. C'est impressionnant. La statue de la Liberté fait à peu près cette taille-là. Ça aurait été le plus grand édifice du monde. Absolument. Le chantier débute en 1935. Les fondations sont creusées non loin de la cathédrale dynamitée sur les ordres de Staline. Puis les ouvriers érigent la base à l'aide de poutrelles d'acier. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la charpente est démontée et les matériaux réutilisés pour fortifier la ville. Selon Mike Schuller et Matt Johnston, même si ce projet avait abouti, il aurait été voué à l'échec. Le complexe se serait arrêté au bord de la Moskova. Ici, le niveau de la nappe phréatique est très élevé. Il y aurait sûrement eu des problèmes d'infiltration d'eau dans les fondations. L'édifice aurait très bien pu s'effondrer dans la rivière. Le sol est très instable sur les berges. Oui, il contient beaucoup de sable, ça le rend meuble. C'est peut-être pour ça que le palais n'a jamais vu le jour. C'est une raison parmi d'autres. Il aurait été aussi aberrant de construire le palais des Soviets à cet emplacement que de bâtir une maison sur le sable. Au Musée national d'architecture, Matt lève le voile sur d'autres problèmes de construction. Voici à quoi aurait ressemblé le monument. Il y avait plusieurs obstacles d'ordre technique. Le premier, c'était la météo. 200 jours par an, la couverture nuageuse arrivait plus ou moins à ce niveau. Les moscovites n'auraient vu que les jambes et le postérieur de Lénine. Ce n'est pas très flatteur. Non, c'est sûr. Le deuxième souci, c'était la construction de l'auditorium. Ah oui, justement, j'ai trouvé une coupe du bâtiment. L'étude des plans est sans appel. Le palais a beau être spectaculaire en théorie, en pratique, il aurait été impossible à construire. La salle aurait pu accueillir 21 000 personnes. Cette coupole est vraiment gigantesque. Le problème saute aux yeux. Ils comptaient construire un édifice de 400 mètres de haut au-dessus d'une voûte. Un gratte-ciel qui ne repose sur rien? Ce n'était pas logique du tout. Même de nos jours, un tel bâtiment serait difficile à construire. Et avec les moyens techniques de l'époque, c'était tout simplement infaisable. Presque impossible. Le peuple ne saura jamais rien de cela. Grâce à de savants montages photos et vidéos, le gouvernement lui fait croire que la construction va bon train.
S'il avait existé, le palais des Soviets aurait été si grand qu'il aurait fallu se tenir à bonne distance pour le voir entièrement. Cela aurait été le monument le plus impressionnant de son temps. Ce palais de marbre et de pierre volcanique aurait dû accueillir une salle de spectacle, plusieurs musées, des restaurants et une bibliothèque dotée de 500 000 ouvrages. Il devait être équipé d'ascenseurs pouvant atteindre la vitesse de 5 mètres par seconde. Mais ce projet ne se concrétisera pas. Staline a imaginé un monument qui ne pourra et ne sera jamais érigé. Son rêve ne deviendra jamais réalité. Pourtant, le dirigeant soviétique est d'un pragmatisme effrayant. Il se fixe des objectifs et se donne les moyens de les atteindre. Il construira sa mégapole, peu importe le prix à payer. Guy et Mike continuent leur enquête dans le Moscou de Staline. Leur but, percer le mystère de sa réussite. Ils découvrent comment Staline est parvenu à faire de son pays une superpuissance mondiale. Ses plans quinquennaux permettent une industrialisation rapide du pays, mais la famine et la pauvreté font des ravages parmi les habitants. D'une certaine manière, ces réformes sont efficaces. En 10 ans à peine, l'Union soviétique est devenue une nation forte et Moscou connaît une croissance sans précédent. Pourtant, le rythme devient rapidement impossible à tenir. Les usines et les centrales électriques épuisent les ressources de la capitale. La population a doublé, mais l'approvisionnement en eau a diminué de moitié. Pour éviter la pénurie, Staline trouve une solution radicale. Il décide de construire un gigantesque réseau de canaux pour fournir Moscou en eau et en électricité et permettre l'acheminement de marchandises par voie fluviale. Le principe est de relier la Moskova, dont le débit est de plus en plus faible, à la puissante Volga. Le canal respectera les exigences de Staline. Il sera aussi majestueux que possible et construit en un temps record. 4 ans et 8 mois plus tard, les travaux sont terminés. Le canal de Moscou fait 128 km de long, 90 mètres de large et 5 mètres de profondeur. Staline sait pertinemment qu'une telle prouesse technologique servira à la propagande communiste. Pour approfondir le sujet, Guy s'entretient avec la spécialiste Cynthia Ruder. De toute évidence, l'aspect technique des voies d'eau a été particulièrement soigné. Et d'un point de vue artistique, on dirait que rien n'a été laissé au hasard. Les éléments architecturaux présents tout au long du canal ont été minutieusement étudiés. Des écluses aux barrages, les plus grands architectes du moment ont tout conçu dans le moindre détail. L'idée était de transformer le voyage sur le canal en une sorte d'expérience artistique. La statue de Lénine envoie un message très fort. Elle est monumentale. Oui, elle fait 35 mètres de haut. C'est le plus grand monument à la gloire de Lénine. De l'autre côté du canal se dressait une statue de Staline, haute de 35 mètres également. La statue de Lénine est toujours debout, mais quand je regarde sur l'autre berge, je ne vois qu'un socle vide. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est le résultat de la déstalinisation qui a eu lieu dans les années 50. Toutes les statues à l'effigie de Staline ont été déboulonnées. Un soir, un groupe d'hommes a entrepris de démonter celle qui se dressait ici. Ils ont eu beaucoup de mal à en venir à bout, tant elle était imposante. Pour ceux qui, au prix de leur vie, ont réalisé le rêve de Staline, la destruction de cette statue est une maigre consolation. Car afin de bâtir son canal, le dictateur a eu recours au travail forcé. Ceux qui refusaient d'obtempérer se heurtaient à la police secrète de Staline. Cynthia, quel est le rapport entre cette église et la construction du canal ? Elle se trouve dans un monastère qui, à l'époque, avait été réquisitionné par le NKVD, la police secrète soviétique. C'était le QG du Goulag qui fournissait la main-d'œuvre nécessaire au chantier. Qui étaient les forçats ? Des prisonniers politiques ou de simples criminels ? En fait, cela dépendait des besoins. La police arrêtait ceux qui étaient susceptibles d'aider sur le chantier
en fonction de leurs compétences. À un moment donné, le goulag du canal de Moscou comptait 200 000 prisonniers. Et lorsqu'ils avaient besoin d'ingénieurs, ils en arrêtaient quelques-uns. Le NKVD a commis l'ultime sacrilège en faisant de cette superbe église le quartier général d'un goulag. Exactement. De tous les grands travaux staliniens, la construction des goulags est celui qui marquera le plus les esprits. Ils ont rassemblé jusqu'à 2,5 millions de prisonniers, soit autant d'ouvriers potentiels. Ces forçats creusent le canal à la force de leurs bras, simplement munis de pelles et de pioches. Ils déplacent 200 millions de mètres cubes de terre et coulent 7 millions de tonnes de béton. Pourtant, le chantier n'avance pas assez vite au goût du dictateur, qui importe 177 pelleteuses dans le plus grand secret. Comble de l'ironie, son projet, présenté comme un symbole de la fierté nationale, aboutira grâce à la technologie étrangère. Ces machines coûtent extrêmement cher, mais le coût humain est encore plus important. Guy Archer et Cynthia Ruder visitent un monument érigé à la mémoire des victimes. Selon les estimations actuelles, on compte 22 000 morts sur les 300 ou 400 000 personnes qui ont creusé le canal. À ce chiffre, il faut ajouter les 5 000 personnes qui ont été déplacées du goulag et fusillées quelque part au sud de Moscou. Sans parler des milliers d'hommes qui ont perdu la vie dans les infirmeries et les hôpitaux ou sur les chantiers, des suites des maladies dont ils souffraient déjà avant leur arrivée. Ces chiffres font froid dans le dos. Mais Staline s'est fixé un objectif, et l'état de santé de ses travailleurs lui importe peu. Sa soif de destruction altérera à tout jamais la campagne russe. Suite à la création du canal de Moscou, plusieurs centaines de villages ont tout simplement été rayés de la carte. Ce clocher est sans doute ce qui reste de la bourgade de Kaliazin, volontairement submergée par les ingénieurs de Staline. Le village a été englouti aux 2/3. Les constructeurs du canal ont conservé le clocher parce qu'ils comptaient s'en servir de phare. En détruisant les villages qui se trouvaient sur sa route, Staline a radicalement transformé le paysage. La création d'une série d'écluses et de réservoirs ne fera qu'accentuer cette métamorphose. Je me trouve à 130 km au nord-est de Moscou, au tout début du canal. La Volga et la Moskova sont à peu près au même niveau. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs collines entre les deux. Pour rendre le canal navigable, Staline a fait construire des stations de pompage, des réservoirs et plusieurs écluses à sas. Ces écluses permettent de franchir un dénivelé de 40 mètres avant d'entamer la descente vers Moscou. Voici l'un des éléments clés du chantier, un gigantesque réservoir alimenté par la Volga et relié à la Moskova par le canal de Moscou. Si le système fonctionne, c'est grâce à la mer de Moscou. C'est un gigantesque lac artificiel, formé suite à la construction du barrage d'Ivankovo. Ce barrage a littéralement changé le cours de la Volga. Moscou est enfin relié à la Volga et prospère de nouveau grâce au réservoir de 520 km² qui régule le débit du fleuve. À 130 km de là, après avoir emprunté un aqueduc de 27 km, l'eau atteint le système de pompage de la capitale. Fidèle au style architectural du canal, de majestueux édifices abritent les stations de traitement de l'eau. Voilà, c'est ici que ça se passait. L'eau du canal arrivait dans la station, puis elle était filtrée afin de devenir potable. Dès 1937, le canal assure l'approvisionnement en eau de Moscou. Actuellement, les stations érigées par Staline fournissent chaque jour 12 millions de mètres cubes d'eau, soit la moitié de la consommation quotidienne de la capitale. C'est un succès retentissant pour Staline. Non seulement le canal facilite les déplacements de l'armée,
mais il permet le transport de pétrole, de bois, de charbon et de fer aux 4 coins de l'Union soviétique. Maintenant que Moscou est relié aux 5 mers, plus rien n'empêche l'URSS de devenir une superpuissance. Le canal de Moscou est l'une des plus grandes prouesses technologiques de son temps. Mais le gouvernement passera sous silence les milliers de vies sacrifiées pour que ce projet voie le jour. Peu à peu, un climat de peur s'installe à Moscou. Et l'élite communiste, bien que privilégiée, n'est pas épargnée. Le dictateur dirige son pays d'une main de fer. Il est prêt à tout pour renforcer son emprise sur le peuple soviétique. Guy Archer et Matt Schuller poursuivent leur enquête sur la métamorphose de Moscou dictée par Staline. En l'espace de quelques années, le dictateur entreprend de remodeler la capitale à son image. Bientôt, il contrôle tous les aspects de la vie des moscovites et les contraint à vivre en communauté. Des milliers de familles doivent désormais faire cuisine et salle de bain communes avec leurs voisins. Non loin de ces logements rudimentaires, Staline veut bâtir un complexe résidentiel pour héberger l'élite du Parti communiste. Il sera surnommé la Maison sur le quai. Ses habitants, triés sur le volet, vivront dans le plus grand luxe. Aujourd'hui, cet édifice accueille la jeunesse dorée de Moscou et la plupart de ses occupants ignorent tout de son histoire. Pour mieux comprendre à quoi ressemblait la vie dans la maison sur le quai, Mike visite l'ancien appartement du concierge, aujourd'hui transformé en musée. Matt Johnston lui sert de guide. Voici à quoi ressemblaient les appartements du temps de Staline. Le musée est décoré de mobilier d'époque? Exactement. Regardez, voilà le genre de bureau qui équipait les logements. Très robuste. Il est superbe. Je le verrai bien chez moi. Chaque meuble était numéroté. Pourquoi ça? Pour rappeler aux occupants que tout appartenait à l'État. Voici une maquette des appartements de l'époque. Il comportait plusieurs pièces, des chambres individuelles, un salon. C'était luxueux, comparé aux conditions de vie du soviétique moyen. Oui, évidemment. À l'époque, il y avait une grave pénurie de logements. Il n'était pas rare qu'une famille de 4 doive vivre dans une pièce comme celle-ci. Dans une seule pièce? Oui. Incroyable. Les membres du gouvernement en avaient de la chance. Oui. Dans le théâtre du complexe résidentiel, Guy Archer rencontre la nièce de Staline, Kira Alilouyeva. Elle a vécu dans la maison sur le quai. Les gens étaient affamés. Ils avaient des cartes de rationnement. C'était affreux. Pour les hommes comme mon père, qui était officier de l'armée rouge, la vie était plus facile. Le Kremlin s'assurait que nous avions à manger. Tout le monde n'avait pas cette chance. Kira se souvient de la maison sur le quai comme d'une véritable ville dans la ville. Son architecte s'était d'ailleurs inspiré du Rockefeller Center, situé à New York, un gigantesque complexe multifonction. L'édifice se veut autosuffisant pour que ses occupants n'aient jamais besoin d'en sortir. C'était très bien pensé. Le complexe était divisé en plusieurs bâtiments. Certains étaient purement résidentiels, d'autres comportaient des galeries marchandes. Il y avait même un théâtre et un stand de tir. J'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à construire un édifice aussi imposant le long de la Moskova, et qui plus est, sur un ancien marécage. La qualité du terrain importe peu à Staline. Son complexe sera construit ici, face au Kremlin, pour que les membres du gouvernement puissent être surveillés en permanence. Afin de respecter sa volonté, les ingénieurs devront porter un soin tout particulier aux fondations. Je visite un chantier pour mieux comprendre comment ils ont dû s'y prendre. Derrière moi se trouvent plusieurs dizaines de piles en béton armé. La première étape est de creuser des puits de fondation en profondeur pour atteindre le sol dur. Ensuite, on coule une dalle de béton dans laquelle on place des barres d'armature. Dans le cas de la maison sur le quai, les ouvriers ont foré 3000 puits de fondation et coulé une dalle d'1 mètre d'épaisseur pour soutenir le poids du bâtiment.
Voilà comment ils ont résolu le problème de terrain marécageux. Cette solution ingénieuse a un prix. Le coût initial du chantier était estimé à 7 millions de roubles, un record pour l'époque. Il atteindra finalement la somme astronomique de 20 millions. L'élite communiste est loin de se douter que Staline utilisera ce bâtiment pharaonique pour la terroriser. La cruauté de son régime nuit à sa popularité. Il craint l'opposition et cette peur se transforme progressivement en paranoïa. Des gardes sont postés à chaque entrée du complexe, a priori pour protéger ses occupants. En réalité, ses intentions sont tout autres. Les gardes ont pour consigne de noter les allées et venues des visiteurs et de s'assurer qu'ils ont bien quitté l'immeuble à 23 heures. Puis Staline, de plus en plus paranoïaque, décide de s'attaquer directement aux membres de son parti. De jour, la maison sur le quai est un havre de paix luxueux. Mais à la nuit tombée, la police secrète y fait régner une terreur permanente. Mike et Matt visitent l'un de ses appartements. En plus de l'entrée principale, la plupart des logements étaient dotés d'une entrée de service. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Regardez dans le placard. Il est vraiment pas grand. Ça sonne creux. Il y a quoi derrière? Le placard n'est pas profond, mais si on regarde de ce côté, il est censé arriver jusqu'ici. C'est sûrement là que se trouvait l'entrée de service. La majorité des appartements en étaient équipés. Les portes, reliées au rez-de-chaussée par un ascenseur, ne pouvaient être verrouillées de l'intérieur. Dans les faits, Staline avait donné à sa police secrète le libre accès à chaque logement du complexe. On raconte que le NKVD avait posé des mouchards partout et procédé à de nombreux enlèvements. Cette purge frappe surtout les membres du Parti communiste, dont la loyauté ne semble faire aucun doute. Le dictateur n'épargne personne, pas même sa propre famille. Quand ils ont enlevé ma mère, c'était affreux. J'ai tenté par tous les moyens de savoir ce qui lui était arrivé, mais en vain. Et le 5 décembre 1948, alors que je dormais profondément, ils sont entrés chez nous par l'ascenseur de service. Mon frère m'a réveillée et m'a dit qu'il venait me chercher. Kira passera 6 mois en prison et 5 ans en exil, pour un crime qu'elle n'a pas commis. Après chaque enlèvement, un scellé est apposé sur la porte de la victime. Une fois que la police secrète avait arrêté les traîtres supposés, elle plaçait un sceau sur la porte pour empêcher quiconque d'entrer. Voilà à quoi ça ressemblait. Si vous veniez rendre visite à un ami et que vous trouviez ceci, c'est qu'il avait de gros ennuis. Les victimes étaient emmenées à la Loubianka, le quartier général du NKVD. C'est un endroit vraiment sinistre. Ceux qu'on amenait ici disparaissaient à tout jamais. Ils étaient soit fusillés sur place, soit conduits dans l'un des nombreux goulags du pays sans que leur famille n'en soit informée. Parfois, ils réapparaissaient plusieurs dizaines d'années plus tard, mais c'était rare. Ce système répressif ne laisse aucune place à l'opposition. Les purges sont fréquentes et la terreur omniprésente, particulièrement dans la région de Moscou.
Je me trouve dans le musée de la maison sur le quai, devant une liste de 700 noms. Ce sont les habitants du complexe qui ont été enlevés sur les ordres de Staline. La moitié d'entre eux ont été exécutés. Quand on sait que le bâtiment comptait 500 appartements, on peut en déduire qu'environ un tiers de ses occupants s'est fait arrêter. Les logements ne resteront pas longtemps vacants. Ils seront rapidement occupés par de nouvelles recrues du parti, conscientes de la précarité de ce privilège. Nos experts, au fil de leur enquête, ont pu lever une partie du mystère qui entoure la maison sur le quai. De par sa construction étrange, ce complexe ne laissait aucune liberté à ses habitants. Ils menaient un train de vie luxueux, mais vivaient dans la peur. Un garde posté à chaque entrée, des appartements sur écoute et des ascenseurs de service qui les mettent à la merci de la toute-puissante police secrète. Mais la Grande Guerre patriotique approche et pour Staline, la répression des dissidents ne sera bientôt plus une priorité. Mike Schuller et Guy Archer poursuivent leur enquête sur le Moscou des années 30. Les travaux entrepris par Staline ont transformé la capitale et marqué ses habitants à tout jamais. Quant aux purges de la Grande Terreur, elles auraient entraîné 7 millions d'arrestations et 1 million d'exécutions. Tout cela au nom de la Révolution. Mais le dictateur est également un visionnaire. Un bâtisseur de génie à l'ambition sans limite. Il se fixe un nouvel objectif, le métropolitain de Moscou. Ce sera l'un des fleurons de son grand projet de reconstruction. Pour les moscovites, la vie est de plus en plus difficile. Afin de l'adoucir, Staline imagine un métro élégant et baigné de lumière. Les stations sont spacieuses et l'éclairage y est particulièrement soigné. Ornés de marbre et de gigantesques mosaïques, ces édifices souterrains sont de véritables palais pour le peuple. Ils sont en fait un écran de fumée pour faire oublier aux passagers leur existence misérable. Le métropolitain de Moscou est le plus fastueux et le plus sophistiqué de son temps. Des travaux de prolongement sont actuellement en cours. Mike Schuller rencontre Brad Malmsten, ingénieur en bâtiment, pour en savoir plus sur les méthodes de construction de l'époque. De nos jours, quand on construit des rames de métro, on a toutes sortes de machines à notre disposition. Ce n'était sûrement pas le cas dans les années 30. Non, pas vraiment. Enfin, ils avaient quand même des marteaux-piqueurs. Mais en général, ils utilisaient des outils rudimentaires, des masses, des pelles et des pioches. Plusieurs milliers de travailleurs ont contribué aux travaux. Ils creusaient le tunnel à la force des bras et évacuaient la terre avec de simples seaux. Ça devait être éreintant. Oui, ça paraît presque impossible, mais ils étaient portés par leur envie de construire la Nouvelle-Russie. C'est d'ailleurs ce qui démarque ce chantier des autres. Les travailleurs du métro sont tous volontaires. Ce sera le plus grand projet de construction civile de l'Union soviétique. 75 000 ouvriers, hommes et femmes, participeront à la réalisation de la première ligne. Mais leurs conditions de travail sont particulièrement difficiles. Il faisait sombre, l'air était humide, c'était très dangereux. Il y a eu beaucoup de morts, entre ceux qui tombaient des échafaudages et les victimes d'incendie. Parfois, le tunnel s'effondrait et ensevelissait les ouvriers. Je remarque qu'à mesure que l'on s'enfonce, il fait de plus en plus chaud. La ventilation devait poser problème à l'époque. Même de nos jours, c'est étouffant. Évidemment, c'était bien pire dans les années 30. Ils n'avaient pas tous les systèmes d'aération qu'on a aujourd'hui. Ils devaient se contenter de l'air qui s'engouffrait naturellement dans les galeries. Une fois le tunnel creusé, il faut le sécuriser. Ses parois sont recouvertes de béton coulé sur place. Ce n'est que vers la fin du chantier que les constructeurs décident d'utiliser des blocs de béton préfabriqués.
La dernière étape consiste à injecter du ciment entre chaque bloc pour assurer l'étanchéité du tunnel. Le métro est inauguré en mai 1935. En plus de transporter les passagers dans le plus grand confort, ce système sophistiqué aura une vocation pour le moins inattendue. Staline sait pertinemment que la guerre approche. En 1941, l'invasion de l'Union soviétique par le Troisième Reich met le pays à rude épreuve. Pour échapper aux bombardements aériens, la population moscovite trouve refuge dans les stations de métro. Face à l'horreur de la guerre, ces abris deviennent de véritables sanctuaires. Guy rencontre l'historien Sergueï Nikitine pour approfondir le sujet. Le métro de Moscou n'était pas un moyen de transport comme les autres. Il était équipé de mécanismes spéciaux, notamment d'énormes portes qui permettaient de verrouiller les stations et de protéger les passagers contre les attaques au gaz. Mais l'histoire du métro stalinien ne s'arrête pas là. Aujourd'hui encore, des rumeurs circulent sur l'existence d'un second réseau tenu secret. Mike va tenter de lever le voile sur ce mystère. Staline aurait fait construire ce réseau de tunnels baptisé Métro 2 pour évacuer l'élite en cas d'attaque. Selon la rumeur, il reliait entre autres le Kremlin à l'une de ses maisons de campagne, en banlieue de Moscou. Avec l'aide de Vadim, je vais tenter de le localiser. Le sous-sol de Moscou est parcouru d'un dédale de tunnels. Au fil de son exploration, Mike s'aperçoit qu'il n'est peut-être qu'à quelques mètres du fameux métro 2. Du temps de Staline, il ne comptait qu'une seule ligne, mais il aurait été prolongé pendant la guerre froide. On dit qu'il y avait plusieurs entrées secrètes, des passages et des abris souterrains pour évacuer les hauts dirigeants en cas d'attaque. S'il existe vraiment, c'est sûrement le réseau le plus profond jamais construit. Son emplacement exact, ainsi que sa méthode de construction, sont toujours classés secret d'État. D'après les éléments à notre disposition, voici à quoi ressemblait le réseau du métro sous Staline. La rumeur court qu'un des tunnels secrets menait directement au bunker du dictateur, un autre à l'aéroport de Moscou et un troisième à sa résidence secondaire. À ce jour, le mystère reste entier. Mais le métro de Moscou a toujours été la grande fierté des Russes, qui chaque jour sont plusieurs millions à l'emprunter. Pour clore leur enquête, Guy et Mike vont s'intéresser à l'un des derniers grands chantiers staliniens, dont la réalisation marquera à tout jamais le paysage moscovite. En l'espace de quelques années, Staline a fait de Moscou une ville de tous les extrêmes, où les édifices les plus majestueux renferment les plus sombres secrets. Une ville bâtie pour le peuple, mais qui coûtera la vie à plusieurs milliers de personnes. Après la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, le dictateur lance l'un des plus grands chantiers de son régime. Il veut célébrer son triomphe et faire de Moscou le symbole de la toute-puissance communiste. Comble de l'ironie, c'est chez son nouvel ennemi, l'Amérique capitaliste, qu'il trouvera l'inspiration. À la fin des années 40, Staline ordonne la construction de 7 gigantesques gratte-ciel. Aujourd'hui encore, ces immeubles surnommés les 7 Sœurs dominent la capitale. Leur style fera écho à un projet cher au cœur de Staline, le Palais des Soviets. Ces dessins nous montrent à quel point les 7 sœurs s'inspirent du Palais des Soviets. Tout y est, l'architecture gothique, les formes effilées, les flèches. Ce sont des constructions massives, écrasantes. L'idée, bien sûr, était de mettre l'accent sur la petitesse de l'individu face à l'État. Comme tous les édifices staliniens, ils participeront à la propagande du régime.
Avec son immense flèche de 6 tonnes, l'Université d'État de Moscou culmine à 240 mètres. C'est la plus haute des 7 sœurs. Entourée de verdure et dotée d'ailes monumentales, elle couvre au total une superficie de 260 hectares. L'intérieur, décoré avec soin, est tout aussi impressionnant. Une opulence que Staline compte recréer dans chacun de ses gratte-ciel. L'université possède un grand amphithéâtre, des halls habillés de marbre blanc et des couloirs tapissés de miroirs qui renforcent encore l'impression d'espace. Ça et là, les salles sont ornées de statues de célèbres communistes. Ici, tout rappelle la folie des grandeurs du dirigeant. Aujourd'hui, l'Université d'État de Moscou est aussi célèbre en Russie que l'Empire State Building aux États-Unis. En visitant le chantier d'un gratte-ciel moderne, Mike Schuller espère comprendre comment les 7 sœurs ont été construites. Brad Malmsten va tenter de l'éclairer sur le sujet. Dites-moi, cet immeuble a des points communs avec les 7 sœurs? Oui, absolument. Les méthodes d'édification sont plus ou moins similaires. Les 7 sœurs sont recouvertes de briques de façade pour donner une impression de robustesse, mais la charpente est métallique, comme ici. C'est au gratte-ciel américain que ces grands édifices de pierre empruntent leur technologie. Grâce à l'invention de la charpente métallique, Staline peut désormais créer des immeubles à la mesure de ses ambitions. La réalisation de ce chantier pharaonique s'avère cependant plus difficile que prévu. La capitale est traversée de nombreuses rivières souterraines qui rendent le sol extrêmement meuble. Si les conditions sont idéales pour creuser les tunnels du métro, elles le sont nettement moins pour ériger un gratte-ciel. Staline ne compte pas revoir ses plans pour autant. Cette fois encore, ses ingénieurs n'ont d'autre choix que de trouver une solution. Pour cela, ils utilisent une méthode révolutionnaire appelée la congélation du sol. Le principe est de forer plusieurs trous dans le terrain à congeler et d'y injecter une solution de chlorure de calcium qui absorbe l'humidité et se transforme en saumure. Il se crée alors un mur de glace étanche qui empêche l'eau de s'infiltrer dans les fondations. La tour qui abritait le ministère soviétique de l'industrie lourde a été bâtie selon cette méthode. Igor Kaspé a passé de nombreuses années à étudier sa construction. La tour devait se dresser au-dessus de la station Krasny Vorota et accueillir une deuxième entrée de métro. Mais en congelant une partie du sol pour effectuer les travaux souterrains, les constructeurs prenaient le risque qu'il se dilate au dégel et fasse pencher l'édifice d'un côté. La construction terminée, les fondations se seraient alors affaissées. Pour tenir compte du dégel, ils ont construit la tour avec une inclinaison de 7 cm. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, elle est parfaitement verticale. 1953. Alors que ces gratte-ciels se dressent fièrement vers le ciel, la santé de Staline décline rapidement. Les 7 sœurs survivront à son règne et aujourd'hui encore, elles portent la marque du dictateur et témoignent de sa vision architecturale de la capitale. Derrière leur façade monumentale se cache le fleuron de la technologie soviétique. Mais elles nous rappellent également le lourd tribut qu'a payé le peuple pour accomplir la volonté de son dirigeant. Grâce aux dessins d'architectes et au travail de nos enquêteurs, nous sommes désormais en mesure de reconstruire le monde disparu de Staline. Un canal qui relie Moscou au reste du monde. Un système de transport en commun efficace et luxueux. Des gratte-ciel aux airs de cathédrale. Et un complexe résidentiel conçu comme une ville miniature. En un temps record, Staline a réussi à moderniser l'Union soviétique et à en faire une grande puissance mondiale. Malgré cela, le bilan de son régime est terrifiant. Ses successeurs ont beau vouloir l'effacer de l'histoire,
sa vision avant-gardiste restera à jamais inégalée.